Ça passe. Je le mets en dessous, c'est pas? Non, mais les transparents. C'est en gros sur Ecofito, il y a la réduction. Tu te souviens? Oui, attends, je vois. Tu veux? Attends, je les ai là.
Bonjour, on va démarrer si vous le voulez bien. Avec un petit peu de retard, mais on a un peu de marge, donc on ne va pas en abuser non plus. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cyril Cao, sous-directeur de la recherche, innovation et coopération internationale au ministère de l'Agriculture, donc à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, à la DGER. J'ai le grand plaisir de coordonner, de co-coordonner l'axe recherche-innovation du plan Ecophyto, alors dans sa version 1 et puis maintenant dans sa version 2. J'excuse en votre nom Patrice Buézo, qui est le chef du service de la recherche par intérim au ministère en charge de l'environnement, qui monomologue et qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui sera avantageusement représenté par Anne-Sophie, qui interviendra dans cette introduction à deux voix de ces 3 jours dans ce beau pays breton. Donc, qui nous permet donc de rassembler cette communauté de la recherche Ecophyto autour du séminaire qui maintenant c'est sa 3e, je crois que c'est sa 3e, cher Gérard, c'est sa 3e édition. Pas tout à fait aussi connu que les autres festivals bretons, mais enfin, c'est un endroit où on a plaisir à se retrouver. Certains ont voyagé longuement pour venir jusqu'ici. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Les deux précédentes éditions ont permis de travailler, bien sûr, et puis d'avoir un moment, je dirais, collectif qui permet de discuter, de partager, d'aller un petit peu au-delà des simples présentations qui vont vous être faites. Et c'est important parce qu'on constate aussi tout le bénéfice d'avoir ces moments collectifs au sein de communautés de recherche rassemblées autour d'objets aussi larges que ce qui nous rassemble. Donc le colloque, il est intitulé « Des outils et des dispositifs pour éclairer les décisions, explorer les possibles et accompagner la transition vers des systèmes économes et multiperformants ». C'est très ambitieux, c'est très, très complet. On va essayer lors de ces 3 jours, enfin vous allez essayer au cours de ces 3 jours de faire le point sur tous ces sujets. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des moments importants auxquels on accorde beaucoup d'attention, donc au niveau des 2 ministères de tutelle qui copilotent le plan. Ça alimente bien sûr la composante recherche du plan, mais plus largement, ça a vocation à alimenter l'ensemble du plan dans ces différents axes. Je ne vais pas revenir sur les enjeux qui président aux travaux sur des 2 plans Ecophyto successifs. Ces enjeux relatifs donc à la réduction de la dépendance aux produits phytosanitaires, la réduction des impacts, et que ce soit sur, bien sûr, les questions environnementales ou de santé, la santé humaine notamment, sont des enjeux de premier ordre depuis maintenant de nombreuses années. Il y a les objectifs européens, les objectifs nationaux de réduction de cette dépendance et d'utilisation des produits phytosanitaires. Tous ces enjeux, tous ces objectifs, ils ont un grand besoin de connaissances. Connaissances au pluriel. De connaissances scientifiques, d'expertise, de pratique, donc de connaissances, on va dire, plus diffuses, en tout cas celles des acteurs de terrain. Et c'est rappelé régulièrement par les ministères de tutelle, bien sûr, mais je pense aussi par les acteurs, les agriculteurs eux-mêmes, lors du dernier comité d'orientation stratégique du plan Ecophyto. Il me semble pas travestir la parole de ces acteurs en disant qu'ils ont aussi pointé ce besoin de connaissances scientifiques, parce qu'il faut bien sûr évaluer les impacts et mesurer les questions relatives à la dégradation qu'il peut y avoir dans son écosystème ou en matière de santé relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires, mais il faut aussi trouver des alternatives, qu'elles soient bien sûr de nature chimique, mais aussi il y a le biocontrôle, il y a les pratiques agronomiques, il y a d'autres voies qu'il faut explorer. Pour ça, on a besoin de la recherche, dans sa composante aussi bien académique que technique, appliquée, fondamentale. Alors, il y a tous ces mots se superposent, mais il y a bien l'enjeu d'un continuum de compétences qu'il faut rassembler. C'est bien l'objectif de l'axe recherche-innovation du plan Ecophyto 2. Donc il y avait déjà un axe recherche au sein du plan Ecophyto 1. Dans le cas d'Ecophyto 2, il a été renouvelé, il a été conforté. C'est la seule action du plan qui bénéficie d'un pilotage national coordonné entre les 2 ministères et qui a vocation à rassembler toute la communauté de la recherche et d'expertise et du conseil autour de ces sujets. Donc je redis que pour nous c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et
Et donc, dans le cas d'Ecofito 2, on a un petit peu retravaillé l'organisation de cet axe. On a mis en place un nouveau conseil scientifique d'orientation recherche-innovation, donc le CSORI, hein, c'est le petit acronyme, c'est pas très... Bon, on a pu trouver autre chose, mais en tout cas, c'est le conseil qui rassemble un certain nombre d'experts, de scientifiques, qui a vocation à accompagner les pilotes du plan pour établir une stratégie nationale et une feuille de route, et donc présidé par Xavier Robout, qui est bien sûr là et qui présentera après nos interventions sa vision de cette stratégie nationale. J'en profite pour remercier, puisqu'il y en a beaucoup qui sont là, les membres de ce conseil stratégique et d'orientation au niveau recherche, parce qu'on les fait beaucoup travailler en présentiel, à distance. On vous a beaucoup sollicité ces 2 dernières années parce qu'il s'agissait de reconstruire une stratégie de recherche. Donc cette stratégie de recherche, je ne vais pas la détailler puisque Xavier le fera. Elle porte sur différents objets, différents sujets. Elle est très ambitieuse. L'objectif pour le plan Ecofito dans sa dimension recherche, c'est d'identifier ces enjeux, ces objectifs, et puis de trouver les moyens de les atteindre à travers une stratégie qui est, on va dire, un peu double. D'une part, en partageant ces objectifs et ces enjeux, en les identifiant, être capable, avec d'autres partenaires de programmation de la recherche au niveau national et au niveau européen, eh bien, de financer, d'accompagner ces objectifs, d'atteindre ces objectifs. Donc, on a une stratégie de cofinancement, de participation avec l'ANR, avec le ministère en charge de l'environnement, avec certains dispositifs du ministère de l'Agriculture comme le CASDAR, de partager cette vision stratégique et de favoriser la mobilisation de moyens d'autres opérateurs ou d'autres ministères sur ces objectifs-là. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette stratégie. Et puis, il y a un certain nombre de sujets qui, dans le cadre d'Ecofito 1, et puis ce sera aussi le cas dans Ecofito 2, ont été identifiés comme ayant besoin d'un effort de recherche plus spécifique et qui ne se retrouvaient pas exprimés, en tout cas tel qu'on le souhaitait, dans les autres dispositifs de financement de la recherche nationale européenne. C'est pour ça que donc ont été mis en place donc, des appels à projets. Donc au niveau d'Ecofito 1, c'était pour et sur le plan Ecofito, et puis il y a le plan, donc le programme pesticides piloté par le ministère en charge de l'environnement, qui aussi avait programmé tout ensemble d'efforts de recherche. Donc ce sont ces deux programmes qui vont être débattus durant ces 2 journées. Ça va être un temps de bilan, de partage, d'échange, de controverse. Enfin, allez-y, hein. C'est l'occasion de débattre entre vous. Donc c'est un moment de production scientifique, de bilan et de production scientifique collective. Et puis ça rejoint aussi l'ambition de communication, de transmission et de valorisation des résultats, puisque les portant à la connaissance du plus grand nombre, et puis il y aura là une communication associée à ces journées, que les acteurs eux-mêmes puissent en être informés et puissent bénéficier de vos réflexions. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Anne-Sophie pour vous préciser un peu plus ce qu'il y avait dans ces 2 dispositifs d'appel à projet, et elle vous présentera aussi le programme et l'organisation globale du séminaire avant que Xavier nous parle de la stratégie nationale de recherche. J'en profite juste aussi pour remercier tous les collègues, Anne-Sophie, et puis les collègues qui ont travaillé à l'organisation de ces 3 jours. Ça ne se fait pas tout seul, vous imaginez. On espère que ce sera une réussite, mais en tout cas, je tenais à les remercier parce que c'est beaucoup de travail et c'est extrêmement important de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Merci et à tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour. Merci à tous d'être venus, aussi à Saint-Malo. Merci à Cyril. Comme vous le voyez, ce colloque est le symbole même de la co-construction au niveau de l'axe recherche et innovation du ministère à la fois de l'agriculture et de l'environnement. Désolée. Et il va être présenter les résultats de 2 appels à propositions de recherche. Un qui s'est intitulé... Alors, on va juste montrer un petit peu les 2 appels. Un qui s'est intitulé Pour et sur le plan Ecofito 1, qui a été lancé en 2012, et un autre qui a été lancé dans le cadre du programme pesticides en 2011.
Il englobe donc à la fois des questions internes au plan, avec le plan pour et sur avec l'appel pour et sur le plan éco-phyto. On a visé à appuyer tout ce qui est la mise en place et l'amélioration des dispositifs emblématiques du plan, que ce soit les questions de réseau d'épidémiosurveillance, que ce soit les questions de système d'indicateurs de pression et d'impact, et que ce soit aussi le dispositif démonstration, expérimentation et production de référence sur les systèmes économes, qui est en phytosanitaire, qui est généralement appelé défi de manière beaucoup plus courte. En complément, on a l'appel pour et sur l'appel du programme Évaluation et réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides. Ce programme est désormais intégré à l'axe 2, recherche et innovation. Il avait au départ l'ambition de vraiment étudier les questions d'impact des pesticides, puisqu'il a été créé en 1999 suite à un constat de la contamination des pesticides dans l'eau. Il a depuis lancé plusieurs appels. Donc, comme vous le voyez, ça a commencé sur tous les impacts, la dynamique dans l'environnement, les impacts sur la biodiversité. Et puis, au fur et à mesure, il s'est centré sur les impacts sur les services et les changements de pratiques, donc également sur le volet changement de pratiques agricoles. Au total, le programme a permis de financer 64 projets le 5e appel était intitulé « Changer les pratiques agricoles pour préserver les services écosystémiques ». En effet, il nous semble intéressant et nécessaire pour étudier les impacts des pesticides, de regarder le volet des impacts sur les écosystèmes. Et il a aussi un volet donc, sur les effets non intentionnels de la biodiversité au niveau des écosystèmes, mais aussi un volet de gouvernance du changement, puisque lorsqu'on a travaillé sur la stratégie recherche et innovation l'année dernière du plan éco-phyto, qui est donc paru en début d'année, on a vraiment identifié la nécessité de travailler de plus en plus et aussi sur les sciences humaines et sociales pour accompagner le changement et le rendre le plus efficace possible pour l'ensemble des acteurs concernés sur les questions de produits phytopharmaceutiques. Donc, comme vous le voyez, les thématiques étaient pas très loin et quand on a regardé les résultats du projet, on a pu faire des liens évidents, que ce soit sur les effets non intentionnels, que ce soit sur les questions de changement de pratique, d'accompagnement au niveau des dispositifs éco-phyto, donc les effets non intentionnels entre autres. Et donc, on a décidé de fusionner les deux colloques en faisant 4 sessions. Les sessions sont généralement mixtes. Vous aurez des résultats à la fois de pesticides, à la fois de pour et sur le plan éco-phyto. La première étant sur l'identification d'indicateurs pour les questions d'évaluation d'impact sur la biodiversité et sur l'environnement. Le deuxième étant plus spécifique à l'appel pour et sur le plan éco-phyto. Il va vous montrer en quoi... le premier aura 4 projets, de la présentation de 4 projets. Il sera complété aussi par un zoom de recherche sur les questions des émissions des produits phytopharmaceutiques dans l'air, qui sera présenté par l'ADEME, entre autres. Le deuxième sera plus spécifique à l'appel pour et sur le plan éco-phyto 1, et il présentera à la fois les questions de défis et réseaux d'épidémiosurveillance. La troisième session, qui aura lieu jeudi après-midi, sera sur les volets plus accompagnement au changement des pratiques agricoles, et nous aurons l'occasion d'avoir 5 projets qui nous seront présentés. Et enfin, la dernière session, qui est un peu une session qui permet de prendre quelques éléments des sessions précédentes, et sur l'évaluation de la multiperformance des systèmes de culture innovants, multiperformance à la fois au niveau environnemental, économique et bien sûr social. Ces sessions seront complétées à chaque fois par une table ronde. Et on vous propose d'échanger le plus possible entre chercheurs, acteurs du plan, utilisateurs potentiels des résultats de recherche. Le but étant de faire émerger en commun à la fois des questions, mais aussi montrer en quoi les résultats qui vous ont été présentés sont utiles pour le plan éco-phyto et tout simplement pour les acteurs de terrain. Nous avons également le plaisir d'accueillir 2 grands témoins
qui sont Pierre Ricci, ancien président du groupe Expert Recherche, et qui sera appuyé par Dominique, qui a appuyé Dominique Potier, pour l'évaluation du plan Ecophyto 1, et Dominique Desjeux, anthropologue, qui nous apporteront en fait leur regard sur les résultats présentés et sur les échanges qui ont eu lieu. Enfin, comme nous sommes à Saint-Malo et que Gérard est heureusement originaire de la région, il nous a concocté une petite visite surprise pour ceux qui se sont inscrits et un dîner jeudi soir, ce qui sera l'occasion aussi d'échanger de manière un peu plus informelle, mais de resserrer aussi les liens entre nous pour continuer à évoluer sur cette thématique. Et enfin, avant de conclure cette intervention, je voulais vraiment remercier l'ensemble des personnes qui ont vraiment organisé ce colloque, et notamment tous les membres du conseil scientifique, que ce soit le conseil scientifique du programme pesticides, du comité d'orientation, du groupe d'experts recherche Ecophyto 1 et enfin du conseil scientifique d'orientation recherche et innovation du plan Ecophyto 2, sans qui on n'aurait pas pu organiser ce colloque à Saint-Malo. Nous remercions aussi par avance l'ensemble des intervenants, des porteurs de recherche, les grands témoins pour leur présentation, en souhaitant qu'elle soit le plus communicante possible pour l'ensemble du public. Nous nous permettons quand même d'attirer un petit peu la vigilance sur le respect de l'heure, des temps des interventions qui sont prévus dans le programme afin de rendre le colloque le plus agréable possible pour tous. Je vais remercier aussi Jean-Marie Guillou, journaliste de la mission agrobiosciences de l'INRA, qui va animer ce colloque tout au long jusqu'à vendredi 13h. Et enfin, un remerciement particulier à l'ordre Robin Goffo, donc l'ordre de l'ACTA, Robin Goffo de la FRB, nos deux animateurs de l'Axe Recherche-Innovation. Bien sûr, mon homologue, Gérard Gauthier-Hamon, sans qui le colloque n'aurait pas eu lieu ici. Et nous espérons que ce colloque vous apportera les clés de réflexion, de méthodes, des outils pour accompagner l'évolution des pratiques sur des pratiques et des systèmes plus durables possibles avec le minimum d'impact et le plus efficace pour tous. Et je vais souhaiter un excellent colloque et passer tout de suite la parole à Xavier qui va vous présenter les enjeux de l'Axe Recherche-Innovation. Ah oui, un dernier point, tout le colloque est entièrement filmé. Donc, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas voir leur image diffusée, puisqu'on risque d'utiliser les vidéos aussi sur Internet, n'hésitez pas à nous le signaler au niveau de l'accueil pour qu'on prenne en compte votre droit à l'image, bien entendu. Je vous remercie. Donc, merci à vous tous d'être là. Donc, je suis Xavier Reboux, je suis chercheur à Dijon, à l'INRA. Et donc, je suis président du conseil scientifique d'orientation, recherche et innovation d'Ecophyto. Et on a bossé pendant à peu près 1 an pour construire la stratégie nationale de recherche et après la décliner en feuille de route. Et donc là, j'ai la difficulté de vous présenter un peu le contenu de réflexion. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire, surtout si on veut garder un peu de temps pour les questions. Donc, j'ai fait des choix, donc je ne présenterai pas tout. Mais je voulais, à travers ma présentation, faire passer un peu les éléments qui ont animé nos réflexions et les éléments qui sont importants pour un peu distinguer ce qui s'est passé entre Ecophyto 1 et Ecophyto 2. Donc, évidemment, je fais l'hypothèse que si vous êtes dans cette salle, vous êtes tous très au fait de ce qu'est Ecophyto 1. Et donc, j'ai mis l'accent un peu sur comment les choses ont évolué depuis cette période-là. Voilà. Alors, donc du coup, j'ai changé le titre et j'ai mis un partage des réflexions ayant orienté ce que nous avons porté à travers nos choix. Et donc, c'est vraiment le résultat des discussions du groupe, matiné du fait que c'est la coloration que j'en ai pris à titre individuel, personnel. Voilà. Alors, je pense qu'on ne comprend pas bien où on va si on ne sait pas, enfin, où est-ce qu'on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, j'ai repris cette première diapositive qui fait un peu un bilan caricatural de ce qu'il y avait dans Ecophyto 1.
et qu'on peut dédier à Jean Boiffin, en fait. Le premier sur le fait qu'Ecophyto, c'est beaucoup plus que juste une réduction des phytos. C'est un choix sur nos systèmes de culture, en fait, sur nos choix alimentaires. Et donc, c'est un choix de société. Donc, ça renvoie à la question du modèle agricole, et je vais y revenir à la fin de mon exposé. Un des changements importants entre Ecophyto 1 et Ecophyto 2, c'est qu'évidemment, dans Ecophyto 2, on a 2 ministères qui sont tutelles, et que ça a amené à re-rentrer les questions d'écologie dans les questions de conduite de nos choix agricoles. Et donc ce rééquilibrage entre agronomie et écologie, évidemment, a contribué à redonner du sens à ce qu'on fait. C'était un peu son ambition. Après, et c'est peut-être là qu'il y a eu la caricature, c'est que pendant la période V1, on avait mis un axe recherche. Et l'idée, c'était que la recherche viendrait appuyer les travaux à faire pour lever les obstacles qu'on rencontrerait en chemin. Et puis finalement, il y a peut-être des obstacles qui sont plus difficiles à lever que d'autres. Mais disons que la démarche a au moins eu un côté extrêmement positif, c'est qu'elle a permis tant du côté recherche que du côté expérimentation de voir qu'on pouvait travailler sur les pesticides et pas à propos des pesticides, ou sur les systèmes agricoles ou pas à propos des systèmes agricoles, et que ce n'était pas un déshonneur que de faire ça. Et de manière symétrique, on a vu que pour beaucoup de travaux d'expérimentation, en fait, ça renvoyait à des questions très fondamentales de recherche. Alors si on revient sur le modèle d'agriculture, alors pareil c'est de la caricature, mais je pense que c'est une manière de faire passer clairement le message. Je suis retombé sur un travail du Commissariat général du développement durable qui, dans un document qui a été publié en 2011, base ses travaux sur des travaux de la Cour des comptes de 2010 sur la gestion de l'eau et sur les principaux effets collatéraux de l'agriculture à travers les coûts de dépollution, notamment des nitrates et des pesticides. Et dans ce document, on arrive à un chiffre qui est absolument astronomique, qui est d'une dépense annuelle de 53 milliards d'euros par an pour venir compenser ces problèmes de pollution. Alors, ils ne sont sans doute pas que agricoles, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est orienté dans ce travail-là. Et donc, si vous le ramenez dans un premier calcul basique à 350 000 exploitations agricoles, et bien cette dépense de 53 milliards représente 150 000 euros par agriculteur et par an. Et donc, la première chose, c'est qu'évidemment, on peut retourner dans le détail des calculs, et sans doute, il y a des choses qui sont parfaitement exagérées, mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'éléments du dossier sont vrais, c'est-à-dire que tous les coûts de l'utilisation des pesticides ne sont pas traduits ou portés par le prix de l'intrant, mais qui sont couverts par d'autres ressources financières, au rang desquels la sécurité sociale sur des problèmes de santé, la taxe que nous payons tous pour la pollution diffuse sur l'eau, qui est en partie à la base du financement d'Ecophyto, et puis des coûts qu'on ne maîtrise que peu, qui sont par exemple les effets sur des organismes non cibles, et plus globalement sur leur environnement. Alors évidemment, c'est un choix de société, puisque le fait de ne pas faire financer les intrants à leur vrai coût pour la société permet aussi d'acheter les produits agricoles de manière alignée sur les cours mondiaux. Et ils font donc rappeler que pendant la même période, l'alimentation des revenus des ménages est passée de 38% en 1960 à 25% en 2007. Donc nous bénéficions tous de cette stratégie qui est donc un choix global de société. Voilà, donc la question de savoir s'il faut changer notre agriculture n'est sans doute pas d'ordre scientifique. Et je fais l'hypothèse, et c'est celle que j'ai choisie ici de retenir, qu'elle n'est sans doute pas non plus quelque chose que l'on peut négocier. Donc il faut changer notre agriculture. C'est mon point de vue pour la suite de cet exposé. Alors quelques éléments sur la stratégie nationale de recherche et innovation. D'abord, elle est au service de l'ensemble des axes du plan et elle bénéficie d'éléments de cadrage et elle est même très cadrée. Alors elle est très cadrée d'abord par le fait que Ecophyto, c'est une action de stratégie nationale dans un paysage où il y a beaucoup d'autres choses. Et qu'en partie, Ecophyto est un bras de levier pour s'articuler et ou prendre en charge une partie de ces projets-là. Et donc, pêle-mêle, j'ai mis la politique agricole commune, qui est évidemment un élément extrêmement important. J'ai mis des prospectives du type agriculture 2025, agriculture et innovation 2025. Et puis tout un tas de plans nationaux, santé-environnement 3, le plan national santé-travail, le projet agroécologique qui lui-même se décline, c'est en bas, dans différents plans, un programme national sur l'alimentation et un plan national d'action en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages.
Donc vous voyez qu'en fait, le paysage des politiques scientifiques, des politiques générales autour des actions scientifiques à conduire sont très importants, extrêmement nombreux et font un pavage de ce que les politiques dans le reflet de la société attendent. Alors en fait, si on décline après dans le document Ecophyto en question, on va tomber sur un certain nombre de principes qui ont été énumérés. Et donc il y en a 7, comme les 7 petits nains, et qui reprennent les éléments majeurs qui sont attendus, qui est notamment de poursuivre dans le cap d'une réduction à 50%, avec une trajectoire maintenant en 2 temps, de bien coupler avec les impacts, d'inscrire le projet Ecophyto au sein du projet agroécologique, de placer l'entreprise au centre du dispositif, de jouer collectif, de tenir compte de la nécessité de territorialiser les propositions et de porter sur tout cela une culture positive que nous partageons tous. En fait, si on continue le document, en fait, on va trouver 4 objectifs derrière ça qui en fait, insistent, et je ne vais pas lire, mais je vais m'en servir pour la suite de mon exposé, autour de l'intégration, autour de l'articulation des connaissances sur les risques et les impacts, autour de la loi Labbé qui met en place une interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les amateurs et par les collectivités locales dès cette année. Et je vais revenir sur la cohérence avec l'ensemble des actions du plan telles que c'est proposé aussi dans cet objectif. Donc dans la suite de ma présentation, je vais rapidement balayer des questions autour des besoins exprimés de partager des solutions. Je vais revenir sur quelques innovations agroécologiques entre agriculture et conduite de jardin. Je vais parler un tout petit peu d'agroéquipement pour l'agroécologie et je vais terminer sur l'appropriation et le consensus. Donc le premier cas, j'ai pris à partir de l'exemple des vignes résistantes, qui est un bon cas illustratif en fait, de la nécessité d'une approche élargie et partagée. Il répond à un des critères majeurs d'Ecophyto, qui est de diminuer notre dépendance aux produits phytosanitaires, et un des leviers que l'on peut mobiliser pour ça, c'est le levier génétique qui consiste à utiliser des variétés résistantes à des maladies telles que l'oïdium ou le mildiou sur la vigne qui est qui dépense beaucoup d'IFT. Et donc, il y a eu un fastidieux processus d'introgression des résistances issues d'espèces sauvages par hybridation, puis une série de backcross pour régénérer les caractères d'une vigne, parce que les vignes sauvages ne donnent pas du vin en tant que tel. Et donc, on en est actuellement à une durée moyenne de 17 ans entre le moment où on lance les croisements et l'entrée d'une variété au catalogue. Et donc, vous voyez que ces processus-là ont démarré bien avant le lancement d'Ecophyto. Mais le contexte Ecophyto est à la fois un élément favorable et en même temps met en avant un certain nombre de difficultés potentielles. La première est autour du risque de contournement par adaptation des souches pathogènes qui ferait perdre l'intérêt de ces variétés. La seconde est autour du choix des variétés sur lesquelles on le pratique. Et puis la dernière est que, évidemment, tout le monde peut vouloir planter, mais peut-être que si on veut garder la durabilité de ces résistances variétales, il faut avoir un plan de plantation et donc il faut gérer l'idée d'avoir une gestion dans la durée. Et donc, on s'est orienté vers l'idée que les cépages résistants pouvaient être couplés à un cahier des charges qui peut être assez rigoureux si on veut l'appliquer complètement, qui est aussi, du coup, assez mal compris. Et donc, on va y revenir ici. C'est qu'à la fois, on a une forte demande. Tout le monde voudrait des cépages résistants quand ils ne sont pas coincés par l'appellation. On suppute qu'on peut avoir des problèmes de résistance. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est important de mettre un observatoire en place. Et il a été mis. Il s'appelle Oscar. Et c'est un observatoire dédié à cette culture, ce qui est un cas assez particulier. Et puis, la réduction que ça a permis, actuellement, dans les premières phases d'utilisation de ces variétés, permet bien de passer de 16 à 2 IFT fongicides. Et donc, ça permet de rentrer dans le cadre d'Ecophyto. Mais ça nécessite une stratégie de déploiement qui est à expliquer. Et puis, c'est peut-être incompatible avec d'autres pratiques qui sont menées chez nos voisins européens, qui peuvent, par exemple, ne pas avoir choisi la stratégie de pyramider des gènes de résistance et donc de ne pas forcément aller aussi loin qu'on pouvait sur l'idée de privilégier une forme de durabilité de ces variétés. Et puis, le changement de ces variétés et des pratiques associées, avec une réduction notamment de l'IFT fongicide, peut amener à ce que de nouvelles maladies apparaissent. Et donc, se pose actuellement la question de savoir si, par exemple, ces variétés sont susceptibles de favoriser
l'émergence ou le retour ou la dispersion d'une maladie qui s'appelle le Black Rot. Et donc, c'est important de voir comment cette innovation qui répond au cahier des charges Ecophyto est perçue par ceux qui ont la possibilité de l'utiliser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a à la fois des avis positifs, des doutes et des avis un peu négatifs, et donc des atouts, des incertitudes et des freins. Et donc les atouts, évidemment, sont autour du fait qu'on a là une piste sérieuse pour diminuer les traitements en cohérence avec le plan Ecophyto et sans doute améliorer la santé des viticulteurs, que ça répond à la pression sociale de diminuer les pesticides, qu'on peut ponctuellement imaginer que ça diminue le stress des viticulteurs face à maladies fongiques si elles sont en moyenne mieux contrôlées. Et puis il y a une curiosité pour l'innovation et derrière l'idée que peut-être on peut en profiter pour fabriquer de nouveaux types de vins. Donc ça, c'est une piste qui a été assez fortement soulignée. Mais il y a des incertitudes, notamment autour de la durabilité de ces pratiques, de leur efficacité, de bilan financier, de la qualité possible des vins, et puis de leur adaptation à d'autres pressions telles que le changement climatique. Et enfin, il y a des freins, puisqu'il y a évidemment beaucoup d'appellations d'origine contrôlée qui sont basées sur des choix de cépages traditionnels, et donc ce n'est pas actuellement ce qui est mis à disposition. Il y a l'idée que ces variétés-là ont été obtenues par des croisements avec aller chercher des gènes par introgression dans un pool génétique extérieur, et donc il y a un amalgame possible avec des manipulations génétiques. Et puis, comme je le mentionnais, il y a les risques que d'autres maladies apparaissent, et donc il y a finalement des inquiétudes globales autour de la méthode de conduite de ces cultures-là. Et donc, on voit à travers cet exemple que finalement, il y a des interrogations fortes sur l'articulation entre ce que l'on peut proposer en termes de recherche appliquée et puis la manière dont ces travaux-là peuvent être repris, adaptés et adoptés par tout un chacun. Et donc, on voit que ça questionne plus largement, finalement, la manière dont la science est conduite, et notamment quand elle est conduite sous la contrainte qu'il y a des décisions importantes derrière. Donc, le processus de prise de décision n'est pas simple, et qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il va se passer ensuite. Et donc, ça a amené deux scientifiques à définir le principe d'une communauté de pairs étendue, et il propose que ces gens-là participent à l'élaboration des solutions. Donc c'est aussi, et je pense qu'Ecophyto est une bonne illustration de ça, un cas de figure où on est obligé de travailler main dans la main avec les acteurs sur la manière de conduire les changements et la transition. Et donc vous retrouvez ça dans d'autres phénomènes, Living Labs ou l'Open Innovation, vous trouverez beaucoup de termes qui reprennent cette idée-là. Celle-là, je ne vais pas le développer, c'est juste pour dire qu'on peut faire de la recherche avec des acteurs, et donc il y a manière de mobiliser dans des approches participatives pour couvrir des questions notamment d'agroécologie. Je vais sur la partie agroécologie et les quelques éléments qu'ont soulevé nos discussions en conseil. La première sur le fait qu'on avait quelques très beaux exemples, et on reprend tous ce cas de la gestion des mouches du fruit à l'île de la Réunion, qui est basé sur le principe de mélanger, de mettre ensemble différentes méthodes à effet partiel, et qui amène à avoir un très bon contrôle de ce ravageur, et notamment à travers l'utilisation de l'augmentorium, qui est un endroit où les fruits qui sont atteints sont laissés sur place, et la petite grille qui est en surface permet aux parasitoïdes d'être multipliés proches de l'endroit où ils seront utiles. Et donc la question se pose de savoir comment ces cas de figure très particuliers ont pu donner lieu à des transferts vers d'autres situations. Et donc le CIRAD, avec des partenaires, a notamment pris en charge d'essayer d'en faire une situation proche pour la gestion des maladies sur la mangue. Mais il y a une appropriation beaucoup plus généralisée qui pourrait être attendue, ce qui fait que dans la stratégie nationale, on a vraiment remis l'idée de profiter pleinement des avancées qui avaient déjà été faites et de réfléchir à la manière dont elles peuvent être transférées sur d'autres cas de figure.
un des éléments qui a beaucoup bougé aussi entre Ecophyto 1 et Ecophyto 2, c'est les attentes vis-à-vis du biocontrôle. Et donc là, j'ai juste repris l'exemple d'une démarche scientifique qui consiste, par exemple, si on veut travailler sur les espèces attractives et répulsives, à identifier quelle est la communication olfactive auquel un insecte peut être sensible, à identifier les signaux chimiques, à montrer dans des systèmes en tunnel qu'ils impactent le choix du ravageur, et derrière, à essayer de trouver une formulation qui permette de les utiliser en vraie grandeur. Donc là aussi, je dirais, on a des éléments scientifiques et méthodologiques qui sont relativement bien connus. Et finalement, ce qui manque, c'est d'avoir des forces vives pour l'appliquer et le tester dans une large gamme de situations. Donc, on n'a pas forcément besoin de réinventer énormément de choses. Il y a des cas où le chemin pour aller vers Ecophyto est finalement assez bien dessiné. L'importance de cette diapositive est juste pour mentionner qu'il y a des problèmes quelquefois de manque d'efficacité autour des solutions de biocontrôle. Et à cette occasion, on a vu qu'il y avait effectivement des espèces qui étaient très spécialisées sur leur hôte et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et donc parfois, s'il y avait un peu d'efficacité, il pouvait s'avérer que c'était simplement qu'on n'utilisait pas le bon insecte en lutte biologique ou pas dans le bon contexte. Et donc là aussi, les généticiens ont tous les éléments pour pouvoir calculer si les insectes que l'on trouve sur un hôte sont semblables à ceux que l'on trouve sur une autre espèce hôte. Et puis j'ai gardé cette diapositive parce qu'elle illustre le fait qu'il y a des choses qui ont été faites dans des tout petits territoires, notamment en verger, où les jardiniers ont l'habitude de mettre ensemble, l'un côté de l'autre, des espèces qui peuvent avoir des effets protecteurs sur leurs voisines immédiates, avec le fait que l'on peut essayer de déployer ces mêmes approches et méthodologies dans d'autres systèmes, et notamment en grande culture. Et donc j'ai repris juste l'exemple d'une tentative de lutte contre Drosophila suzuki avec l'idée d'utiliser des approches répulsives. Et donc, dans les essais qui sont présentés ici, différentes huiles essentielles ont été testées pour regarder dans quelle mesure elles étaient susceptibles de repousser la drosophile et donc de limiter les dégâts sur ces cultures. Et l'ail, dans cet exemple-là, s'avérait fournir des odeurs qui repoussent cette drosophile. Il y a donc beaucoup de choses qui sont en cours d'analyse et pour lesquelles Ecophyto 2 sera certainement le cadre dans lequel elles peuvent se développer. Ces éléments-là sont issus d'un dossier complet sur le biocontrôle fait par le CTIFL qui est très actif sur ce domaine. Et j'ai repris juste les témoignages qu'il y avait dans ce document qui montrent qu'on ne peut pas travailler ces questions-là sans travailler sur l'interrelation entre les acteurs et notamment sur l'articulation entre la recherche, l'innovation et le développement, que l'on a besoin de travailler sur un consortium qui relie le public et le privé et que dans cette affaire-là, peut-être que les meilleures personnes qui sont susceptibles d'en parler, c'est les consommateurs eux-mêmes. Et donc, il y aura un intérêt à ce qu'on leur ouvre la porte des stations expérimentales pour qu'en étant convaincus, intéressés, étonnés, finalement, ils soient eux-mêmes porteurs des messages qui montrent l'intérêt des pistes qui ont été lancées. Un important volet que je ne vais absolument pas détailler, mais pour autant il est majeur, qui est autour des besoins de connaissances sur les impacts, et qui est une grosse différence entre Ecophyto 1 et Ecophyto 2, et qui est résumé en disant qu'il y avait évidemment des choses sur la santé humaine, et notamment du fait que l'on est capable de mieux détecter les produits phytopharmaceutiques à des faibles doses. On a aussi du coup la capacité à suivre des expositions chroniques, et on a aussi des meilleurs historiques. Et donc, on n'est pas simplement obligé de travailler sur des toxicités aiguës, et on peut aussi travailler sur des effets différés. Et donc, ont émergé, par exemple, entre Ecophyto 1 et Ecophyto 2, toute la question autour des perturbateurs endocriniens, avec des effets différés dans le temps. On a les mêmes questions sur la santé pour l'environnement, avec là aussi la nécessité de pouvoir suivre des résidus dans toutes les matrices, l'eau, le sol, l'air, les animaux, et ceci de manière généralisée, et le faire en parallèle au choix des pratiques pour pouvoir identifier bien le couplage pratique-impact. Et enfin, on a aussi bien vu apparaître la nécessité d'actions collectives, notamment sur la question de la gestion des inoculums, sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour garder la durabilité des leviers d'action,
Et enfin, comment est-ce qu'on intégrait toutes les décisions qui se font à une échelle supérieure à chaque parcelle. Et ces points-là on ressortent de manière très prégnante comme des pistes possibles d'amélioration par rapport à nos connaissances actuelles. Un grand absent d'Ecophyto 1, c'était les agroéquipements, et donc ils ont été très largement repris, et l'accent a été mis là-dessus, notamment à travers un axe particulier d'innovation dite fonctionnelle, qui reprend explicitement la question des agroéquipements. Et donc, dans une première approche, tout le monde se dit agroéquipement, c'est agriculture de précision. En fait, il y a une acception plus large de ça, et la question de savoir si les agroéquipements peuvent aussi servir pour des questions d'agroécologie, et notamment donc participer à la régulation, enfin à l'amélioration des connaissances et des régulations possibles dans l'agroécosystème. Alors, j'ai repris quelques pistes. La première, évidemment, est autour de l'amélioration de la pulvérisation, dont on a vu qu'elle était susceptible de permettre de diminuer fortement les doses. La question est de savoir si toutes ces améliorations-là seront accessibles au plus grand nombre, et donc sur la base d'une capacité à avoir aussi, du coup, non seulement les pulvérisateurs de nouvelle génération, mais une bonne utilisation de ces appareils-là. Et donc, il y a des articulations avec la question de leur évaluation et des formations afférentes, notamment dans les formations sur Certifito. Il y a toute une facette sur l'utilisation des approches numériques sur des capteurs biologiques ou des réseaux d'alerte. Et donc, est-ce qu'il y a actuellement une manière de coupler des dispositifs automatisés d'alerte avec des réseaux sociaux? Et donc, est-ce qu'on peut imaginer demain avoir un BSV étendu ou parallèle mené dans les réseaux sociaux, peut-être à une échelle plus large que la France, et fonctionnant 24 heures sur 24. Et puis, il y a des nouveaux personnes qui arrivent dans ce périmètre-là, et notamment, bien sûr, il y a tous ceux qui travaillaient sur le machinisme au sens strict, mais on voit de plus en plus apparaître des gens qui sont en fait intéressés et spécialistes de la gestion du big data et de la cartographie. Et notamment, on voit donc apparaître des opérateurs télécoms au sens large dans ce système-là. Et puis, il y a une expertise agronomique étendue qui permet de balayer des situations générales aux situations locales. Et donc, le conseil et les coopératives sont notamment aussi impliqués dans la diffusion de ces innovations. Ce qui fait que se pose la question de savoir comment tout cela va s'organiser, qui est décideur, qui gouverne, et comment cela va se développer. Il y a là des très belles questions de recherche. J'en ai repris une à travers le fait que d'un côté, on voit des gens qui développent des outils de diagnostic automatique, avec ici des maladies sur la pomme de terre, et de l'autre côté, le fait qu'on voit aussi apparaître des startups qui se lancent dans des robots désherbeurs, qui sont susceptibles de faire du désherbage dans l'interrang, mais pas avec nécessairement de modulation. Et donc, une des implications de ce découplage était qu'on puisse favoriser le dialogue entre ces communautés scientifiques qui se côtoient peu. Et donc, dès cette année, on va lancer un challenge de l'ANR sur l'articulation entre ces différents éléments, observer, interpréter et intervenir. En fait, plus largement, toutes les nouvelles pratiques vont vont beaucoup modifier les paradigmes dans lesquels l'agriculture va se faire, et ça génère plein de nouvelles questions d'ordre mécanique, évidemment, d'ordre agronomique sur la faisabilité, mais aussi sur le changement des cortèges de ravageurs qui sont susceptibles de profiter, par exemple, du fait qu'il y a toujours un couvert en place pour pouvoir boucler des cycles, alors qu'ils ne l'auraient pas fait dans une période où il y aurait eu une interculture nue. Donc les changements sont sans doute majeurs et nécessitent que l'ensemble de la recherche aborde ces questions-là de manière plus systématique pour pouvoir alimenter les besoins de référence d'Ecophyto. Alors, l'appropriation et le consensus est un point important, et j'ai repris deux exemples. Le premier autour de la mouche de l'olive, qui fait des dégâts, mais qui concerne différemment les gens selon que ce sont des professionnels ou des amateurs. En France, il y a 35 000 oléiculteurs amateurs pour qui, si une année, ils perdent toutes leurs olives du fait de la mouche de l'olive, ne vont pas mettre la clé sous la porte. Et dans le même temps, il y a entre 5 000 et 10 000 professionnels de l'olive en France
qui, eux, risquent de perdre leur exploitation si par hasard ils cumulent les années négatives. Et on voit que ces deux populations ne sont absolument pas soumises aux mêmes contraintes réglementaires. Et donc, il y a eu des questions posées au ministre sur la manière dont les oléiculteurs non professionnels pouvaient accéder aux produits phytosanitaires pour peu qu'ils fassent certificato. Et la réponse était qu'il n'en était pas question et qu'ils n'utiliseraient que les produits qui étaient autorisés pour l'emploi dans les jardins. Sinon, ils pouvaient faire appel à des prestataires agréés extérieurs et qu'en fait, il était important qu'ils recourent à les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Vous voyez qu'à travers cette approche-là, on n'a pas forcément résolu l'ensemble des problèmes qui vont se poser à des échelles très locales dans les zones où amateurs et professionnels sont intimement liés. Une autre question majeure sur les problèmes de consensus et d'acceptation de l'avenir retourne sur notre choix, enfin notre vision du futur. Est-ce qu'on peut la partager, pas forcément avoir un consensus. Et donc, je vous ai mis sous forme de blague un peu ce que l'agriculteur découvre sur son ordinateur, sur son téléphone. La consultation de la rubrique épidémie de rouille jaune du site Épidémiosurveillance indique que des pulvérisations ont été approuvées par les agriculteurs au sud du département. Le front est attendu ici pour ce matin même. Faut-il que je me tienne prêt à intervenir? Et la question que je vous pose, c'est pensez-vous que ce texto a été écrit par le fils de l'agriculteur qui était à la ferme ou par son pulvérisateur connecté qui est capable tout seul d'aller récupérer cette information et éventuellement de se mettre en ordre de marche pour aller traiter tout seul, sachant que demain, il est en fait susceptible de le faire. Voilà. Et donc, nous n'avons pas une vision claire sur ce que sera notre avenir. Et évidemment, la question de la compatibilité avec les choix de l'agroécologie ou d'autres choix possibles relevant d'éco-phyto est une question importante. Et donc, si je reviens sur l'appropriation des questions d'éco-phyto, j'ai repris là quelques éléments qu'on entend très souvent. La première, c'est cultiver sans phyto, on sait faire. Autrement dit, il n'y a pas de problème à faire éco-phyto. C'est simplement un problème d'acceptation par le marché et du juste prix pour pouvoir le faire. Il y a un problème autour de la régularité des solutions proposées. Donc, les agriculteurs reviennent souvent sur la question de la fiabilité des solutions proposées. Et puis, un des éléments majeurs qui revient dans l'ensemble des travaux éco-phyto de près ou de loin tourne autour de la diversification des rotations et des assolements. Et une des difficultés, évidemment, est que cette diversification soit retenue par le marché et donc fasse l'objet d'une collecte. Et les coopératives n'ont pas forcément intérêt à travailler sur des endroits où il n'y a pas un bassin massif de collecte autour d'eux. Et enfin, il y a la question du regard d'autrui, et notamment autour de la réponse à la pulvérisation avec des effets de masse. Mais je dirais que plus largement, sur ces questions d'appropriation, je crois que ça nous renvoie collectivement à la responsabilité de décider un peu quel peut être le choix de société, la manière qu'on a de faire de la science, et c'est ça qu'il faut qu'on discute pendant ces 2 jours. Quels sont les besoins de connaissances et de formation qu'il faut associer? Et puis, plus globalement, et c'est une partie que nous avons très peu traitée, sur les principes d'attribution des aides pour compenser les distorsions restantes. Enfin, pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Nous avons beaucoup avancé pendant Éco-Phyto 1, notamment à travers beaucoup d'innovations touchant le biocontrôle, les technologies de précision, l'enseignement, la mise en place de circuits courts et ou de labels qui reconnaissent un effort pour baisser les phytos. Nous avons fait un gros travail, les médecins ont fait un gros travail pour lancer des cohortes pour l'évaluation de l'exposition. Il y a eu quelques travaux sur les maîtrises du risque économique lié au choix d'éco-phyto. Et enfin, j'ai noté que nous avions beaucoup travaillé finalement les références et que maintenant, du fait du dispositif Défi XP et Défi Ferme, nous disposons de références qui sont susceptibles d'être adaptées à différentes situations. Évidemment, toutes ces avancées génèrent autant de questions, ce qui est le signe que c'est de la bonne recherche en général. Et donc, en face de ça, on peut se poser la question de savoir s'il faut qu'on révise les AOP et AOC pour voir ce qui peut faire obstacle à Éco-Phyto, pour qu'il y ait une cohérence globale du système. On peut travailler sur la meilleure caractérisation des expositions chroniques et cumulatives en lien avec les pratiques. On peut travailler sur qui bénéficie des systèmes Éco-Phyto compatibles et à quel pas de temps on a ce retour sur investissement, et donc revenir sur les coûts cachés que je mentionnais dans mon introduction.
Enfin, on peut développer des interfaces qui permettent à n'importe quel agriculteur de se situer dans les référentiels que l'on a déjà construits. Et enfin, on a des avancées à croiser entre ce qui se fait du côté de l'agriculture et du côté des jardiniers. Je vous rappelle que si nous avons 350 000 agriculteurs, nous avons entre 10 et 15 millions de jardiniers amateurs qui sont maintenant concernés par Ecophyto. Donc le plan d'Ecophyto a repris dans sa stratégie nationale ces différents éléments que je ne vais pas développer plus ici pour aller directement à la dernière diapositive sur le fait que nous avons découpé notre stratégie en grandes thématiques autour de l'accompagnement du changement, de l'analyse des risques et des impacts, de la gestion des jardins et des espaces végétalisés, de l'intégration des innovations et de la question de la durabilité à des échelles larges de temps et d'espace. Et enfin, on est revenu sur la question de l'équilibre entre le préventif et le curatif à l'échelle territoriale. Et on jugera en fait de la capacité que nous avons eu à faire avancer les choses, sans doute à la couverture des enjeux correspondant à chacune de ces thématiques, notamment autour de la diffusion des références, de l'articulation des travaux entre en mobilisant l'amont et l'aval de l'agriculture, sur une meilleure connaissance des coûts induits et cachés, sur une évolution réglementaire qu'il faudra sans doute encore accompagner, sur une conscience de ce qui relève du bien commun, sur l'étendue de la mobilisation autour de l'innovation et la capacité à apporter des références associées, notamment autour de la stabilité des effets proposés par ces techniques-là, leur fiabilité, et enfin sur la cohérence élargie des choix que l'on fait, notamment en termes de leviers territoriaux. Voilà, rien de ce que j'ai présenté là n'aurait été possible sans les éléments de discussion, et donc je tenais ici à remercier l'ensemble des membres du Conseil scientifique qui ont bâti collectivement ce document que vous avez dans votre plaquette pour en regarder tous les détails. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a du temps pour les questions? Que dit le planning? Parfaitement à l'heure. Bon, alors jusqu'à là, tout va bien. Et donc, on a le temps pour 2 questions ou on passe à la suite? Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres ou des points que vous n'avez pas vus et vous voudriez savoir comment nous les avons traités? Bon, rien qui vous brûle les lèvres, ça veut dire qu'on aura 2 ou 3 jours pour traiter ça. Il me semble. Je sais pas. Il me semble que les questions vont remonter au fil de tous les débats, mais une question, allez-y. 2 questions. En fait, moi, je voulais savoir, donc je m'occupe plus particulièrement des Outre-mer, donc je connais bien le projet Gamour et Biophyto. Et ce qui m'intéresserait, c'est justement de voir comment vous avez, ou comment vous appréhendez finalement la démultiplication de ce type de process sur une envergure plus grande. Je vous demanderai de vous présenter malgré tout pour qu'on retienne. Olivier Ginot, Direction Générale des Outre-mer. Merci beaucoup. Bon, alors, donc, les Outre-mer sont un cas particulier. C'était bien que finalement les premiers travaux aient été développés dans ce contexte-là. On a fait un paragraphe spécifique sur Ecophyto dans les Outre-mer, où beaucoup de questions prennent une importance majeure dans un contexte qui a des particularités liées à l'insularité et à la taille des marchés, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, Gamour, en fait, ce qu'on a vu déjà, c'est qu'il y avait eu une volonté de transférer à une autre situation qui était la mangue. Et en fait, les principes sous-jacents, c'est pour ça que j'avais mis la page du bouquin qui relaye ça, sont définis et ont été beaucoup travaillés. Il y a beaucoup d'efforts de conceptualisation. Et donc, à partir du moment où on dispose des concepts, la question est de savoir qui prend en charge de traduire ces concepts dans un nouveau contexte culturel pour essayer de décliner ce qui a été fait. Et donc j'avais présenté l'augmentorium comme étant quelque chose qui permet de maintenir des parasitoïdes directement le plus proche de l'endroit où ils sont susceptibles d'être utiles, qui est quelque chose que l'on pourrait absolument généraliser, et qu'il est donc assez surprenant que l'on n'ait pas vu émerger de manière un peu systématique dans des contextes tels que par exemple le vignoble, où on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu des startups qui se montent sur le principe de proposer des tentes qui fassent ça. Donc je pense que c'est simplement le reflet du fait que l'on n'a pas nécessairement totalement intégré la nécessité de bouger. Alors évidemment, dans cette salle-là, on n'a que des gens qui sont convaincus qu'il faut le faire, mais il faut arriver à trouver comment est-ce que ces éléments-là
deviennent les éléments du quotidien des agriculteurs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur la question de l'articulation de ce que nous avons dans notre panier de connaissances avec ce dont les acteurs et les utilisateurs ressentent le besoin. Et si on n'arrive pas à une meilleure articulation, qui était mon entrée et aussi ma fin, vous voyez qu'en fait, beaucoup de choses que l'on a et qui marchent sur le papier ou qui marchent en termes de protocole avec un prototype dans une unité expérimentale, qu'elle soit de l'IRSTEA, de l'INRA ou du CIRAD, ne diffusent pas nécessairement. Et donc pour revenir sur Gamour, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que la manière dont Jean-Philippe De Guignes le présente soulève bien le fait que c'est bénéfique sur beaucoup de plans, et pour autant on a vu qu'à La Réunion, tous les agriculteurs n'étaient pas passés à Gamour. Alors que socialement, économiquement et environnementalement parlant, c'est censé apporter une amélioration tangible. Donc il y a sans doute aussi encore un travail de renforcement autour de l'acceptation ou de la facilitation de l'emploi de ces approches. Alors, il y a encore deux questions. Deux questions, et ensuite on démarrera la session. Bonjour, merci pour votre exposé. Aurore Desgroux de la DRAF Occitanie. Moi, j'aurais une question sur l'appel à projet que vous avez annoncé à ANR qui s'appelle Rose. J'aurais bien aimé avoir plus de précisions parce que ça nous aidera, nous, en région, à éventuellement développer des dynamiques qui pourraient y avoir. Merci. D'accord, donc vous avez eu un flyer qui a été distribué ou qui sera distribué, qui reprendra les éléments que j'ai essayé de mettre dans la diapositive. En gros, notre constat, c'était que la communauté des roboticiens travaille sur des prototypes et à côté, des agronomes et ou des agriculteurs au sens large vont travailler sur des approches alternatives et qu'en gros, ces communautés-là se parlent peu ou pas. Et donc, l'on voulait essayer de favoriser un rapprochement public-privé. Et après, j'ai illustré que il y a des travaux de robotique pour faire des robots désherbeurs et on voit quelques initiatives en ce sens. Et à côté de ça, il y a des gens qui travaillent sur des capteurs pour identifier du diagnostic en amont. Et de manière surprenante, l'identification est déconnectée de l'action. Donc ceux qui font du capteur ne vont pas jusqu'à coupler ça à une action et ceux qui ont une action n'utilisent pas des informations générées par des capteurs. Et donc là aussi, il y a la nécessité de pousser ou de renforcer, parce que ça existe un peu évidemment, mais de renforcer le dialogue entre ces acteurs-là pour pouvoir bien aller de détecter, interpréter, intervenir. Et on voit qu'en fait, pour faire ça, il y a besoin aussi de travailler sur les modèles, et beaucoup de gens travaillent sur des modèles dans les laboratoires, mais qu'on n'en a pas forcément une traduction sur des situations concrètes. Donc le programme ANR Challenge vise à forcer des consortiums publics-privés autour de gens qui vont faire des propositions de solutions intégrées pour gérer des ravageurs dans des systèmes de culture. Et donc, oui, ça s'appelle Challenge parce que, en fait, il y a des phases pendant lesquelles les gens viennent montrer leurs prototypes sur une plateforme. Et donc, il y a des périodes de confrontation où on voit les solutions apportées par les uns et les autres. Très bien, merci. Il y avait une dernière question, peut-être une réponse plus rapide parce qu'il va falloir démarrer là. La question, Philippe Rollet, donc DRAF Bordeaux, vous avez parlé d'une chose qui nous intéresse particulièrement, c'est le projet Oscar. Donc j'étais il n'y a pas très longtemps au premier résultat d'Oscar et donc il y a une question qui m'est venue à l'esprit que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est que on voit bien que les ODG actuellement sont en train, Bordeaux Sud par exemple, de lancer déjà des possibilités de mesures agro-environnementales qui couvrent la possibilité d'intégrer des cépages résistants de l'ordre de 5%, et que le blocage va se faire très rapidement par rapport aux AOC. Comment la recherche est-elle prenante, entre guillemets, sur cette partie réglementaire nationale, voire européenne, et comment les déblocages peuvent se faire? Y participez-vous et dans quelle mesure? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les éléments de votre question. Est-ce que la question, c'est de savoir s'il y a un transfert de ce fonds résistant dans des cépages qui soient compatibles avec les AOC? Si c'est ça, il y a des programmes non, c'est est-ce que vous intervenez pour expliquer les résultats de recherche au niveau réglementaire au plus haut lieu pour pouvoir
Alors c'est un point majeur. Débloquer ce type de situation qui est donc, déjà en train de se montrer du côté de vignoble bordelais. Donc je suis particulièrement touché par cette question-là. Un des risques qu'on prend, c'est qu'évidemment, donc en France, on a choisi l'option de pyramider plusieurs gènes de résistance pour pouvoir éviter les problèmes de contournement. Et tous les pays européens n'ont pas eu cette stratégie-là. Et un cépage qui est autorisé quelque part en Europe peut être utilisé sur l'ensemble des pays européens. Et donc, ce que l'on voit, c'est un certain nombre de personnes déployer des variétés qui n'ont qu'une seule résistance. Évidemment, à titre individuel, ils bénéficient du fait que, passagèrement, ils protègent leur vigne à moindre coût. À titre collectif, si chacun fait ça, évidemment, on risque le contournement et donc on va perdre collectivement les gènes de résistance que nous avons mis. Et donc, on voit bien à travers cet exemple-là qu'il y a des grosses difficultés autour de l'intérêt individuel et de l'intérêt du collectif. L'intérêt des individus, c'est que tout le monde soit vacciné sauf eux. Et l'intérêt du collectif, c'est qu'il y ait suffisamment de gens vaccinés pour que les vaccins marchent. Voilà. Et donc, dans le cas de la vigne, c'est exactement cette situation-là. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, on a des éléments scientifiques pour dire qu'il y a possibilité qu'il y ait des risques de contournement. Et donc, on a mis un observatoire pour pouvoir au moins suivre ça et donc tirer la sonnette d'alarme. Mais si on tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas bon signe, c'est que c'est sans doute déjà peut-être trop tard. Et en revanche, si on ne fait pas ça, on n'a pas de moyen de donner des éléments à des politiques. Mais vous voyez que la question est une question de choix de société. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des interprofessions très fortes pour pouvoir se coordonner et jouer finalement le rôle de réglementaire, législateur, là où la législation ne couvre pas nécessairement tous les aspects. Voilà, et tout ce qu'on espère, c'est qu'on ne fera pas comme les médecins qui nous ont finalement poussés à utiliser les antibiotiques ou à pas forcément toujours dans leur meilleure utilisation possible. Merci beaucoup Xavier Rebout. On vous retrouvera d'ailleurs très prochainement pour un projet qui est d'expérimentation